Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre de sécession, qui est l'un des conflits armés opposants de 1861 à 1865, les États américains du Nord, l'Union, et ceux du Sud, la Confédération. Cette guerre a laissé les villes en ruine et a coûté la vie, selon les estimations, à 750 000 Américains. Elle a aussi touché les habitants de ce qui est aujourd'hui le Canada, dont près de 40 000 personnes qui ont participé au combat. La guerre a aussi contribué à déterminer le moment où le Canada est devenu un pays indépendant et la manière dont cela s'est fait. Vous voulez en savoir plus sur le point de vue des Canadiens? Venez avec moi. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la guerre de sécession, mais le principal est l'esclavage. La déclaration d'indépendance américaine de 1776 proclame que tous les hommes ont été créés égaux, mais la Constitution de 1787 assure la perpétuation de l'esclavage, soit la propriété privée d'êtres humains et leur travail forcé. L'économie des États du Nord repose avant tout sur de petites fermes et des villes en croissance. Les États du Sud, toutefois, comportent de grandes plantations de coton dont la cueillette est effectuée par des esclaves. Des milliers d'esclaves s'échappent et entreprennent un périlleux voyage jusqu'au Canada, espérant jouir de la liberté. Beaucoup de ces fugitifs atteignent le Nord par leurs propres moyens, tandis que d'autres sont nourris, logés et guidés par des Américains qui entretiennent un réseau de fuites secrets et illégales surnommé le chemin de fer clandestin. Les sudistes sont furieux parce que les colonies de l'Amérique du Nord britannique leur offrent un sanctuaire et ils font adopter une loi pour arrêter les esclaves fugitifs. Tout cela contribue à accroître les tensions entre les États du Nord et ceux du Sud. En 1860, Abraham Lincoln est élu président, notamment en promettant que tous les nouveaux États créés seront libres. Cet engagement permettra, croit-il, d'abolir graduellement l'esclavage. Les sudistes perçoivent son anti-esclavagiste comme une menace à leur mode de vie et leur économie. Entre l'élection d'Abraham Lincoln et son investiture, 7 États du Sud font sécession des États-Unis. Abraham Lincoln déclare que la sécession est illégale et refuse de reconnaître le nouveau pays. Après que les troupes confédérées et de l'Union aient échangé des tirs à Fort Sumter au large des côtes de Charleston en Caroline du Sud, 4 autres États du Sud font sécession et rejoignent les confédérés. Abraham Lincoln demande la formation d'une armée d'union pour attaquer les rebelles et réunir le pays. Le président des Confédérés, Jefferson Davis, crée aussi une armée, invoquant la nécessité de défendre son nouveau pays contre une agression étrangère. La première grande bataille a lieu en juillet 1861, à côté de Washington, près de Manassas, en Virginie. Au début de la guerre, le Canada comprend les colonies britanniques du Canada Ouest et du Canada Est, aujourd'hui l'Ontario et le Québec, ainsi que celles des Maritimes, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. L'Angleterre se déclare neutre. Malgré cette position officielle, la majorité des journaux du Canada sympathisent avec le Sud. Non parce qu'ils appuient l'esclavage, mais parce qu'ils y voient un petit État défiant une puissance distante, qui ne protège pas ses intérêts. Beaucoup de gens s'opposent à Abraham Lincoln parce qu'il a déclaré que l'objet de la guerre n'était pas de libérer les esclaves, mais de réunir son pays et de sauvegarder l'Union. Beaucoup de marchands du Canada vendent des armes ou offrent d'autres formes de soutien aux deux côtés à la fois. La tenue des registres étant peu développée, les chiffres ne sont pas connus avec exactitude, mais on estime que près de 40 000 habitants du Canada combattent pendant la guerre. Malgré les sympathies affichées à l'égard des confédérés, la plupart d'entre eux combattent pour le Nord. Certains travaillent aux États-Unis quand la guerre éclate et se portent volontaires dans des régiments locaux. D'autres quittent le Canada pour s'enrôler. Certains se font piéger, soudoyer ou même kidnapper par les brutaux recruteurs américains appelés crimpers. Des soldats et des marins du Canada combattent dans presque toutes les batailles de la guerre de sécession. À la fin de la guerre, beaucoup deviennent officiers et 29 d'entre eux reçoivent la médaille d'honneur du Congrès, la plus haute distinction militaire des États-Unis. Les Canadiens ont combattu sur de nombreux champs de bataille étrangers au cours du 19e siècle, notamment dans la péninsule de Crimée et le sud africain. L'histoire des Canadiens en service au sud de la frontière durant la guerre de sécession est toutefois moins connue.
Entre 1861 et 1865, les Américains se sont livrés à une lutte sanglante qui a marqué l'apogée de décennies de conflits liés à l'état de la nation et à son avenir. L'esclavage et la question de déterminer si les Afro-Américains vivraient en hommes et femmes libres ou passeraient leur vie à craindre d'être réduits en esclavage était au cœur des hostilités. L'expansion vers l'ouest, conjuguée à la montée en puissance du mouvement abolitionniste et au débat de plus en plus houleux sur les limites du droit fédéral et du droit étatique, ont finalement poussé les sécessionnistes des États confédérés à faire feu sur Fort Sumter le 12 avril 1861. Au cours des 4 années suivantes, plus de 3 millions d'Américains ont combattu dans les rangs de l'armée de l'Union ou de la Confédération. De ce nombre, plus de 600 000 soldats, soit 20% du nombre total d'enrôlés, sont tombés au combat ou décédés à la suite d'une maladie ou de blessures subies sur le champ de bataille. La guerre de sécession constitue un événement fondateur dans l'histoire des Amériques. Elle est peut-être considérée comme la première guerre moderne de l'ère industrielle. Bon nombre des principales particularités de cette lutte, notamment la conscription et l'utilisation stratégique des chemins de fer et des navires de guerre blindés, en viendront à occuper une place importante dans le cadre des grands conflits du reste du XIXe siècle, puis de la Première Guerre mondiale. La nation canadienne éprouve des sentiments complexes à l'égard de cette guerre civile. Le gouvernement britannique avait aboli l'esclavage dans tout son empire en 1834 et une grande partie de la population canadienne s'opposait à la pratique de l'esclavagisme aux États-Unis. Les liens économiques et culturels qui unissent le Canada et les États-Unis étaient solides et plus de 250 000 Canadiens vivaient aux États-Unis en 1860. Bien que ces faits suggèrent une affinité pour la cause de l'Union, de nombreux membres de la société canadienne n'ont pas démenti leur appui à la Confédération. Tirant profit du commerce avec la Confédération, le sentiment anti-britannique et par extension anti-canadien s'est répandu dans tous les États du Nord. L'affaire du Trent menace de plonger directement le Canada dans la guerre. Le 8 novembre 1861, dans les eaux internationales, près de Cuba, un vaisseau de l'Union s'empare d'un navire marchand et postal britannique. 2 émissaires confédérés sont enlevés du Trent et arrêtés. L'Angleterre menace de déclarer la guerre aux États-Unis, à moins que les hommes ne soient libérés et qu'Abraham Lincoln présente ses excuses. La Grande-Bretagne envoie des milliers de soldats au Canada en préparation de la guerre qui pourrait éclater si les Américains marchent vers le nord. On conseille à Abraham Lincoln d'envahir le Canada, mais il répond qu'il ne combattra qu'une fois la guerre terminée. Il ne s'excuse pas, mais les hommes sont libérés et la crise s'apaise. Les sympathies canadiennes à l'égard des confédérés se manifestent en décembre 1863. Quand un petit groupe de confédérés soutenus par les Canadiens s'empare de Chesapeake, un vapeur de l'Union, et le détourne au Nouveau-Brunswick pour se ravitailler. L'incident appelé affaire du Chesapeake rend furieux beaucoup d'Américains qui y voient une violation de la neutralité britannique. À la fin de 1863, l'Union remporte des batailles majeures tandis que les confédérés manquent de recrues, d'armes et d'argent. Pour harceler l'Union et tenter d'obtenir une paix négociée assurant leur survie, le président confédéré Jefferson Davis charge le lieutenant-colonel Jacob Thompson d'ouvrir un deuxième front à partir du Canada. Celui-ci établit des quartiers généraux à Montréal et à Toronto. Il organise des raids pour libérer des confédérés des camps prisonniers de l'Union, attaque les vaisseaux de l'Union sur les Grands Lacs, perturbe la convention du Parti républicain qui se prépare à reporter Abraham Lincoln comme candidat au poste de président et envoie même des agents mettre le feu au théâtre et hôtel de New York. John Wilkes Booth se rend aussi à Montréal où il passe un certain temps à planifier l'assassinat d'Abraham Lincoln. Le 19 octobre 1864, des agents confédérés quittent Montréal pour Saint-Alban ou Vermont, où ils se regroupent et terrorisent les résidents de la ville à la pointe du fusil. Dévalisent des banques, puis retraversent la frontière. Ils sont poursuivis par un détachement qui ignore la frontière, mais un soldat britannique intervient et arrête les 14 participants du raid. Un juge canadien libère les assaillants, à qui l'argent volé est même remis. Les Américains sont outragés et beaucoup de journaux du Nord réclament qu'Abraham Lincoln envahisse le Canada. Une nouvelle série de jugements et d'arrestations permet toutefois d'apaiser la colère. Beaucoup des participants du raid sont encore détenus quand la guerre tire à sa fin en avril 1865.
À la fin des années 1850, les colonies du Canada sont en difficulté car leur économie est fragile et leur dette élevée. Leur perspective semble encore plus sombre quand la Grande-Bretagne met fin à ses traités commerciaux avec les colonies et les États-Unis annoncent leur intention de faire de même. Les gouvernements coloniaux sont peu structurés et inefficaces. Leur capacité d'assurer leur défense est pratiquement nulle. Plusieurs leaders britanniques influents préconisent que l'on coupe les liens avec les colonies coûteuses et problématiques et qu'on encourage à devenir moins dépendantes. Les colonies du Canada sont conscientes des menaces d'annexion ou d'invasion américaine à cause de la popularité de l'idéologie de la destinée manifeste, selon laquelle les États-Unis sont destinés à posséder toute l'Amérique du Nord. Ces facteurs conduisent les hommes politiques du Canada à se fortifier. Avec l'élection d'Abraham Lincoln en 1860, un des plus ardents propagandistes de la destinée manifeste arrive au poste de secrétaire d'État. La menace d'une invasion américaine devient encore plus envisageable avec l'éclatement de la guerre de sécession. Au même moment où de plus en plus de dirigeants britanniques sont impatients de retirer leur soutien aux colonies nord-américaines. Des représentants de la province du Canada se réunissent en septembre, puis à nouveau en octobre 1864, d'abord à Charleston, puis à Québec. Finalement, bien que Terre-Neuve et Île-du-Prince-Édouard décident de ne pas s'y joindre, les autres délégués s'entendent pour créer un nouveau pays réunissant l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Le nouvel État est basé sur les principes britanniques de monarchisme et du gouvernement par un système parlementaire avec une chambre basse élue, chambre des communes et une chambre haute, le Sénat. S'inspirant des États-Unis, ils adoptent une constitution écrite et un système fédéral, c'est-à-dire comprenant un gouvernement central fédéral et des gouvernements infranationaux provinciaux. Les pères de la Confédération croient qu'une des causes de la guerre de sécession est que les gouvernements des États américains étaient trop puissants. C'est pourquoi ils attribuent davantage de pouvoir au gouvernement fédéral du Canada. La guerre de sécession prend fin en 1865, alors que beaucoup de Canadiens n'ont pas encore décidé s'ils appuieront la Confédération. En 1866, des groupes d'Irlandais vétérans de la guerre de sécession franchissent la frontière dans le but de prendre le Canada en otage par les armes pour forcer la Grande-Bretagne à accorder son indépendance à l'Irlande. Bien que les raids soient un échec, ils viennent rappeler que les États-Unis représentent une menace pour la souveraineté canadienne. Le 1er juillet 1867, la Confédération est proclamée et le Canada devient un pays indépendant. La guerre de sécession américaine continue de toucher le Canada pendant de nombreuses années après la fin du conflit. Beaucoup d'Américains demeurent irrités par les actions du Canada pendant la guerre et par le fait que beaucoup des généraux confédérés ainsi que le président Jefferson Davis s'y sont réfugiés après la guerre. Les Américains sont encore plus furieux de l'aide que l'Angleterre a apportée aux Confédérés de plusieurs manières, par exemple en permettant que l'on construise en Angleterre des bateaux, par la suite intégrés à la marine sudiste. Les États-Unis affirment que la Grande-Bretagne doit payer pour ses agissements pendant la guerre le montant astronomique de 2,125 milliards de dollars. La poursuite est connue sous le nom de réclamation de l'Alabama, du nom du plus meurtrier de ces vaisseaux construits en Angleterre pour la marine sudiste, qui ont détruit ou capturé près de 60 bateaux de l'Union. Les représentants britanniques et américains discutent de la possibilité que les États-Unis prennent le territoire canadien au lieu de l'argent. L'idée est appuyée par le président américain Ulysses Grant, qui, comme beaucoup d'Américains, adhère à l'idéologie de la destinée manifeste. Une conférence a lieu à Washington en 1861 pour régler la question avec la conclusion à l'idée de donner au Canada une compensation de l'Angleterre plutôt que des États-Unis pour les dommages causés. Comme on l'a vu au temps de la guerre de sécession, le Canada n'existait pas encore en tant que nation fédérée. À la place, le territoire était constitué de 7 colonies britanniques. Le Royaume-Uni et donc ses colonies étaient officiellement neutres pendant toute la durée de cette guerre. Malgré cela, les tensions entre les Britanniques et les États de l'Union étaient fortes à cause de plusieurs incidents survenus en mer, notamment l'affaire du Trent et la mise en service du CSS Alabama, navire confédéré construit en 1862 en Angleterre. Si le conflit avait subi une escalade de violence, le Canada aurait alors représenté la cible suivante des États de l'Union pour éviter une prise en étau.
Durant la guerre de sécession, les Britanniques renforcent les effectifs de leur garnison au Canada. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.